Oh là, les sociaux! Oui, 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 je parle de sociaux parce qu'on va parler de quoi aujourd'hui? De ça, de l'OM. Et quand on dit OM, eh bien on pense à quoi? On pense à Vélodrome et à supporters avant tout. Et après, on pense à la Ligue des Champions et aux joueurs. Mais avant tout, ce sont les supporters. C'est sa population, car tout le monde vibre à Marseille autour du club. L'OM est l'institution. On ne peut pas se promener à Marseille sans parler de l'OM. Mais de l'OM dans tous les sens du terme, en bien comme en mal. Ce sont des spécialistes de football, les Marseillais. Ils savent de quoi on parle. Ils savent de quoi ils parlent. Ils connaissent très bien le football. Et on l'a vu, très peu connaissaient Bielsa à son arrivée, même dans le milieu des journalistes footballistiques, même dans le milieu des experts du football en France. Eh bien, eux, les Marseillais, ils le connaissaient. Et oui, il faut le savoir. Et donc, il faut les voir comment ils l'ont accueilli. C'était un dieu vivant, Bielsa. Et il leur a donné, il leur a transmis du bonheur, des émotions. Il les a fait vibrer. Et c'est ça que veulent les Marseillais. Ils veulent vibrer. Ils veulent qu'on leur raconte des histoires. Mais pas des histoires dans le vent. Ils veulent des histoires concrètes. Ils sont prêts à tout entendre. Mais ils veulent du concret, du réel, du vrai. Des choses qui viennent du cœur, de là. Hein, et il y a écrit, et c'est quoi le slogan de l'OM? Vous le connaissez, le slogan de l'OM? Droit au but. C'est quoi le nom de la Ligue 1? Ligue 1, je ne donnerai pas le nom parce que je ne veux pas faire de la publicité. Déjà là, il y a un petit problème. Hein, non, vous croyez pas? But contre eux? Eh oui. Donc là déjà, il y a quelques petits soucis à ce niveau-là. Mais bon, c'est juste pour le petit moment d'humour. Hein. Vous avez bien compris que c'est de l'humour et qu'il n'y avait rien de méchant ou de concret. Là, par contre, c'est moi qui fais du vent. J'avoue, je reconnais, mea culpa. Allez, je ne vais pas vous parler de ça. Je ne vais pas faire de mauvaises blagues graveleuses. On va parler de quoi aujourd'hui? On va parler d'OM Trainee Project. Oui, parce que ce projet, c'est un projet de trainee. Et on vous a bassiné OM Champions Project. Bon, très rapidement, hein, on a vite compris que le Champions, on se demandait ce qu'il venait faire là. Et d'ailleurs, tout court, ce que venait faire un slogan comme ça, lors d'une reprise de club, c'est super risqué. Ils ont pris des risques. Donc, on ne peut pas non plus leur enlever le fait qu'ils ont pris des risques. Il faut le savoir. Donc, moi, je dis attention, supporters marseillais, calmez-vous, calmons-nous. On sait, vous avez tous compris très rapidement qu'il y a eu plein de bourdes qui ont été faites. Mais il faut reconnaître une chose, que cette nouvelle direction veut bien faire les choses. Donc moi je dis, attention, ne tombez pas dans le piège de critiquer, de ne pas venir soutenir, parce que vous allez mettre en difficulté avant tout votre club. Et ce club que vous aimez, qui vous fait vibrer, eh bien là, on est en début de saison et faites attention. Moi, je dis attention, ne tombez pas dans ce piège-là. Oui, il y a eu des bourdes, mais il y a aussi des bonnes choses et on va en parler. Malgré tout, moi, je ne peux pas appeler ce projet Champions Project. Je vais l'appeler Trainee Project. Et quand je vous aurai expliqué tout cela, peut-être que vous allez comprendre un peu mieux les choses et pas tomber dans le piège, justement, des moindres mots qui ont été dits, parce qu'effectivement, dans ce cas-là, vous n'allez pas vous en sortir, les Marseillais. Moi, je vous le dis, hein, vous n'allez pas vous en sortir. Soyez derrière votre équipe, soyez derrière votre président, quelles que soient ses qualités, quels que soient ses défauts. Et oui, on en a tous des défauts, on en a tous des qualités. Oui, certes, Jacques-Henri Hérault, pour ne pas le citer, le président de l'OM, c'est le trainee du club. Il faut le savoir. Vous en connaissez certainement plus sur le football que lui. Donc, votre rôle, c'est quoi? Soit vous décidez d'accompagner votre président et de l'accompagner de manière positive, d'accompagner votre coach et de l'accompagner de manière positive pour donner de l'énergie aux joueurs, à vos joueurs qu'ils vous le rendront. Parce que si vous êtes derrière, à un moment donné, ils vous le rendront. Si vous voulez
fustiger, si vous les critiquez, si vous les sifflez, si vous venez pas au stade, ils vont jouer avec la boule au ventre. C'est compliqué. Et ils le savent, ils connaissent les attentes qu'il y a derrière. Vos attentes. Donc attention, soutenez-les, car c'est vraiment, si je devais, et si je peux me permettre de vous donner un conseil, soutenez-les, soyez derrière eux. On n'est qu'en début de saison. Si vous les lâchez maintenant, la saison est morte. Elle est morte. Ce projet, il est mort. Et ne venez pas me dire, ouais, mais de toute façon, ce projet, il ressemble à rien, c'est du vide, c'est comme la direction précédente, etc. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tout ce qu'on peut vous dire, ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de choses qui sont dites pour faire parler, pour écrire, pour vendre du papier, etc. Mais on ne peut pas tout critiquer, ce n'est pas possible. Il y a des choses qui sont bien et on va y venir. Malgré tout, pourquoi ce projet est un trainee project pour moi? Tout simplement parce qu'on a un président qui n'est pas issu du milieu du football, qui découvre le milieu. Et quand on découvre les choses, vous savez, un trainee, c'est un stagiaire qui arrive dans une entreprise et qui doit découvrir plein de choses. Et ce stagiaire qui arrive, il ne connaît pas les codes de l'entreprise. Il ne connaît pas la culture d'entreprise. Il ne connaît pas les ficelles de l'entreprise. Qui tire quelle ficelle, etc., etc., vers qui je vais me tourner, etc. Certes, là, c'est le président. Mais le président, c'est comme tout le monde, il a le droit de faire des erreurs. Et il en a fait des erreurs, mais ce n'est pas le seul. Effectivement, il y en a d'autres qui ont fait des erreurs dans ce club, et éventuellement l'entraîneur. Mais les erreurs qui ont été faites avant tout, elles sont sur différents plans, et notamment énormément sur le plan de la communication. Pourquoi? Pour vous, pour vous faire plaisir. Effectivement, ils sont eux également tombés dans le piège de faire plaisir aux supporters, parce qu'ils ont entendu parler des supporters de Marseille et de leurs attentes et de leur côté versatile également, parce qu'il faut le dire, mais c'est normal, parce qu'avec vous, c'est soit tout bon ou tout mauvais. Il n'y a pas de demi-mesure. Et ça, effectivement, si on ne parle pas avec le cœur et l'amour, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce que vous avez besoin qu'on vous parle vrai. Puisque vous, la vérité, vous la connaissez au football. Pour la plupart, attention. Parce que franchement, je vois aussi des trucs écrits de la part de supporters marseillais. C'est à pleurer, et ils font du tort aux autres. Mais la plupart, et globalement, vous connaissez parfaitement le football, et même voire mieux que certains journalistes. Je vous l'avoue, je suis journaliste, et je suis certain que vous avez plein de choses également à m'apprendre, même si je suis dans le milieu, et que j'ai joué au football dans le passé. Alors, oui, c'est pour vous qu'ils font ça. Ils ne le font pas forcément adroitement, ils ne le font pas forcément avec beaucoup de chaleur, avec du sourire. Mais pourquoi? Posez-vous la question, les garçons et les filles, puisqu'il y a beaucoup de supportrices également de l'OM. Il faut le savoir. Il n'y a pas de... À l'OM, il n'y a pas de stéréotype de supporters. Ça va de 5 à 90 ans. C'est le petit, c'est la mamie. C'est juste du football, comme on peut le voir dans les plus grands clubs de foot en Europe et dans le monde. Ça ne parle que cela. Donc effectivement, c'est pour vous. Alors, quand on n'est pas du milieu et qu'on ne connaît pas les codes du milieu, et c'est comme le stagiaire qui arrive dans l'entreprise, il va faire des erreurs. Et des erreurs, elles ont déjà été commises, effectivement. Mais si vous les lâchez, maintenant là, au mois de septembre, ils sont morts. Vous lâchez votre club, ils sont morts. Avant même d'avoir existé, avant même d'avoir eu leur chance. Vous vous rendez compte? Certes, il y a eu des choses qui ont été dites. Certes, tout n'a pas été parfait. Et on va y venir. Mais si vous les lâchez maintenant, avant même d'avoir vu jouer Mitroglou, qui pour moi n'est pas le meilleur attaquant du monde, mais je pense qu'il fera énormément de bien devant, par sa puissance, par ses qualités aussi. C'est pas le plus grand débuteur, mais il en marque quand même des buts. Il en claque. Donc il fera du bien avec Germain devant. J'en suis persuadé. Si vous lâchez cette équipe où Luis Gustavo n'a pas encore complètement donné sa pleine mesure, il ne s'est pas encore complètement exprimé, vous êtes morts, ils sont morts. Si vous lâchez
également à ma vie, qui a besoin de perdre quelques kilos, qui a besoin également d'avoir du temps de jeu, de jouer, parce qu'il n'a pas beaucoup joué en Angleterre dans les années, l'année dernière. Donc là, ils sont morts. La saison est morte, elle est finie. Si vous lâchez votre coach, Rudy Garcia, qui n'est pas parfait, qui n'a pas forcément, je pense, les idées complètement claires sur le jeu qu'il veut pratiquer, mais on ne peut pas lui reprocher d'essayer de jouer au football. Ça, il l'a toujours fait, Rudy Garcia. Certes, c'est pas le plus grand coach au niveau tactique, au niveau schéma de jeu, au niveau faire déjouer l'équipe en face. Et c'est ce qui lui a valu des roustes contre des gros clubs. Mais on ne peut pas lui reprocher de vouloir jouer et de vouloir aller de l'avant et de vouloir inscrire des buts. Certes, Rudy a peut-être fait des erreurs dans l'analyse de son effectif et des qualités de ses joueurs. On est tous convaincus de ça. Et il n'y a pas besoin d'être un grand expert pour voir que la défense, c'était une catastrophe à Marseille, notamment la saison dernière. Certes, il n'a peut-être pas bien analysé les choses, mais un club, ce n'est pas qu'un joueur, ce n'est pas qu'un coach. Il doit y avoir un directeur sportif, il doit y avoir d'autres personnes autour sur le plan sportif, des directeurs techniques. Le club ne peut pas reposer sur un seul homme, sur un seul coach. Parce que aucun coach dans le monde, Pep Guardiola compris, Mourinho y compris, Bielsa y compris, le dieu des entraîneurs visiblement, qui ne fait pas d'erreur au niveau des coachs? Quel coach est complètement lucide toute la saison? Et vous le savez ça, vous, les supporters de Marseille, vous en avez vu d'autres, des matchs pourris, des bons matchs, etc. Certes, il n'y a pas eu beaucoup de moments d'émotion depuis un an, mais ça ne fait que 10 mois. Et oui, ça ne fait que 10 mois, et tous ces joueurs, vous ne les avez pas encore vus jouer. Rami, qui n'est pas encore complètement physiquement prêt. Abdenour, qui n'est pas non plus prêt. Certes, Abdenour, il a été blessé depuis 2 ans un certain nombre de fois, mais ça ne veut pas dire que Abdenour, il est complètement cuit, que Abdenour, physiquement, il ne fait plus l'affaire, qu'il va se blesser tous les mois désormais. C'est quand même un grand gaillard. Il a quand même fait des choses par le passé. Il a 28 ans. Laissons-lui sa chance. Voyons ce que ça va donner. Le petit Camara qui va arriver, qui a été lancé pour moi un peu précipitamment, ou en tout cas maladroitement, dans un match de Coupe d'Europe, dans une atmosphère complètement hostile. Certes. Et oui, on en fait tous des erreurs dans la vie. Vous en faites également. On en fait tous. Effectivement, ça, quand il s'agit de l'OM, et qu'il s'agit d'honneur aussi, puisque le football, c'est aussi une question d'honneur entre supporters, on se fait critiquer, on se fait chambrer par les supporters du Paris Saint-Germain, etc. Et c'est vrai que ça peut être insupportable. Mais les supporters du PSG, eh ben, vous les avez aussi. Vous en avez mis quand même plein la gueule pendant des années, sous colonie capitale, après Canal. Eh oui, la roue tourne. Mais ils ont également rongé leurs freins, les supporters du PSG, pendant des années. Ils ont vu l'OM dominer le football, puis Lyon dominer le football, etc. Et oui, la vie, ce n'est que de la frustration. Et oui, au quotidien, ce n'est pas que du bonheur. Effectivement, même si le football, ça doit être du plaisir, des émotions, du bonheur. Donc, s'il vous plaît, ressaisissez-vous. Donnez la chance à votre club, à vos joueurs, à votre coach et à votre président. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire déjà dans un préambule. J'ai été long, mais c'était nécessaire, je pense, parce que pour moi, la tension qu'il y a aujourd'hui, elle est prématurée, elle est inutile, elle ne peut être que nuisible au club. Alors oui, il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été commises depuis la reprise du club. Et pour moi, ces erreurs, je les qualifie en 6 actes. Il y a eu 6 actes fondamentaux, 6 actes majeurs qui ont fait qu'on en est arrivé là, que vous vous êtes mis à dos, et qui se sont mis à dos plutôt les supporters du club, qui effectivement, ce sont les derniers à se mettre à dos. Et les journalistes aussi, puisqu'on va le voir dans ces 6 actes-là, comment le président du club et le coach également, Rudy Garcia,
se sont mis à dos les deux principaux vecteurs qui feront qu'ils ne vont pas y arriver. Donc à un moment donné, il faut se réconcilier. C'est obligatoire, sinon ça ne va pas le faire. Ça ne va pas marcher. Donc pour moi, les 6 faits fondamentaux qui ont fait qu'on en est arrivé là, c'est tout d'abord la première erreur qui a été faite, c'est d'avoir parlé d'objectifs et d'avoir parlé de sommes à investir sur 4 ans dans le recrutement. Alors oui, la première des erreurs qui a été commise, c'est au niveau de la communication des objectifs et du montant et de l'enveloppe qui allait être mise sur la table à l'OM pour recruter. Et là, on a vu débarquer Frank McCourt devant les médias, donc l'Américain qui est arrivé avec son chapeau Setiag et tout, à l'américaine quoi, c'est le cow-boy, c'est moi le roi du pétrole, allez, on va y aller, on va tout faire péter quoi, c'est comme ça, c'est à l'américaine. Eh bien, McCourt, il a dit quoi? Il a donné 3 objectifs. Il a dit, moi j'ai 3 objectifs que je donne à mon président Jacques-Henri Hérault. Le premier, c'est de finir les premiers temps dans les 3 premières places du championnat. Pourquoi pas? Ça reste à peu près, on va dire, logique et puis ça reste crédible. Comme ça, on va pouvoir se qualifier pour la Ligue des Champions, etc., etc. Mon deuxième objectif, c'est de gagner le championnat de France. Là, on commence à tendre l'oreille. Je suis supporter de Marseille. Waouh, génial! On va gagner le championnat de France. Alors attends. Ah oui, il y a PSG quand même. PSG, Qatar, 600 millions, 530 millions de budget. Waouh, c'est génial. On va avoir un budget de 600 millions d'euros à l'OM. Purée, on va voir arriver des Ronaldo, des Messi, des Dybala, des... Waouh, c'est le top, on va kiffer, là, ça va être la méga ambiance au Vélodrome. Donc là, waouh, putain, là, tout le monde est remonté là à l'OM, les supporters sont en transe là. Et le troisième objectif, je veux gagner la Ligue des Champions. Waouh, alors là, je vais te dire, moi, les supporters du PSG... Qu'est-ce que je vais leur mettre sur les réseaux sociaux? Ça va être quelque chose de mignon, quoi. Ça va être corsé, hein. Sauf que, après, et oui, parce qu'il y a un après, et qu'un Américain, ça parle de chiffres, hein, faut savoir, il dit, je vais mettre 200 millions d'euros sur 4 ans. Et là, t'as tout le monde qui se retourne sur la canebière et il reste scotché parce qu'effectivement, les Marseillais, pas stupides, hein, ils n'ont pas attendu que les médias leur disent ou Bernard Tapie leur dise que ça allait être compliqué. Là, ils ont vite compris que ça allait être très compliqué, voire même impossible. Donc, effectivement, ça commence à être un petit peu... Les questions commençaient un petit peu à se poser et la défiance pouvait déjà être de mise. Sauf qu'après, il y a eu Jacques-Henri Hérault, donc président de l'OM, hein, donc lui, son président lui a fixé des objectifs et l'objectif qu'il a retenu, forcément, c'est Ligue des Champions. Et Jacques-Henri s'est dit, ouais, 200 millions, c'est quand même une belle enveloppe, ne connaissant pas le football, etc. Il s'est dit, il y a quand même 200 millions. Attends, il a suffisamment répété, il y croit en plus, je pense. La direction précédente, les 200 millions, ils les ont même pas mis sur 20 ans. Vous voyez, alors nous, on va le faire sur 4 ans. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la Ligue des Champions et il se présente devant les salariés du club au centre d'entraînement, Louis Dreyfus, et également aux joueurs. Et il dit, voilà, c'est ça qu'on veut maintenant. C'est la coupe aux grandes oreilles. Et là, vous avez toutes les oreilles des joueurs qui ont dû se tendre. Les Rekik, les Ubokan, etc. Ils se sont dit, waouh, nous qui jouons la 10e place, là, on va jouer la Ligue des Champions. Ils ont dû se dire, ils ont dû appeler leurs agents, ils ont dû dire, bon allez, il faut que tu me trouves vite un club là, parce que de toute façon, je vais me faire dégager. Hein. Vous voyez, en plus, c'est créer le doute. Là, c'était mal joué parce que du coup, il y a aucun joueur dans cette équipe qui a pu se dire,
moi je vais faire partie d'un tel effectif. Donc déjà là, ça met en difficulté également le coach Garcia, qui lui doit derrière reprendre les choses. D'ailleurs, il l'a repris, hein, puisqu'il a dit non, non, nous, on ne joue pas la Ligue des Champions, hein, parce qu'entre-temps, il y a eu Basile Boli, hein, qui s'en est mêlé, qui a dit ouais, la Ligue des Champions, machin. Et il y a eu à un moment donné des tensions entre Rudy Garcia et Basile Boli. Rudy a dû reprendre tout ce petit monde en disant non, non, on va pas gagner la Ligue des Champions, parce que Rudy, il connaît le football, on peut le critiquer sur pas mal de choses, mais il connaît le football. Il a vite compris qu'il n'allait pas gagner la Ligue des Champions, notre ami Rudy. Donc déjà là, nous avons eu une première grosse erreur de communication. Mais parce que les choses n'ont pas été bien expliquées à Frank McCourt, hein, qui lui a lâché une bombe dans les médias, et en plus qui a appelé son projet OM Champions Project, hein, donc à l'américaine, hein, et tout le monde doit suivre, hein, Jacques-Henri Hérault, Rudy, Zubizarreta, etc. quoi. Donc ils n'ont pas le choix, ou alors ils vont avoir du mal à rester au poste qui a été où ils ont été mis là par Frank McCourt, l'américain qui ne connaît strictement rien au ballon rond. Donc voilà, donc ça c'est la première grosse erreur, mais ça je pense que vous l'avez tous compris, je vous apprends pas grand chose. Et puis Tapi, hein, qui s'en est mêlé, qui a dit ouais mais Hérault il n'a pas idée du prix des mecs. Oui, forcément Tapi il connaît, hein, il sait ce que c'est le business, mais vous allez voir, hein, que Tapi, quand il est arrivé, ça n'a pas marché tout de suite, hein, à l'OM. Hein. Eh oui, il faut le savoir. Donc il critique notre ami Nanar, mais il a eu quelques difficultés quand même dans les premiers temps. Hein, on va y venir un peu plus tard. Mais oui, il a fait des super choses, hein, il faut l'admettre. Il a fait vibrer cette ville comme personne ne l'a fait vibrer avant lui. Hein. Mais ça ne s'est pas fait comme ça en un jour. Et oui, amis supporters, souvenez-vous, rappelez-vous de ces années Tapi, 86, le départ. Ça n'a pas été non plus... Tout n'a pas été facile et tout n'a pas fonctionné tout de suite. Eh oui, il faut le savoir. Sauf que Nanar, il a été très malin et on va y venir, je vais vous expliquer. Parce que pour ceux qui s'en rappellent pas, mais les anciens Marseillais, ils le savent très bien, je pense. Donc voilà, première erreur, gros problème entre objectif, moyens financiers. Là déjà, ça a mis le doute chez tout le monde. Hein. Il n'y a pas besoin d'être un grand expert pour douter de tout cela et de ses objectifs par rapport aux moyens financiers. Le deuxième acte, le deuxième fait qui fait qu'on en est arrivé à une situation de crise à l'OM, c'est la communication et la surcommunication maladroite. Mais encore une fois, maladroite par manque de connaissances. Et je vais vous l'expliquer. Donc oui, les nouveaux dirigeants de l'OM et dont Jacques-Henri Hérault utilisent la communication, mais une communication qui est souvent, on peut se dire tiens, il brasse du vent, on doute des choses concrètes parce qu'il y a les déclarations d'intention et il y a les faits. Et les supporters, eux, de Marseille, ce qu'ils regardent, ce sont les faits. Les déclarations d'intention, les déclarations, la communication et tout cela, ils ont déjà connu sous l'ère Dreyfus, et notamment avec Margarita Dreyfus et Vincent Labrune. Et ils ont été suffisamment picousés et ils connaissent très bien le truc et ils vont pas se laisser prendre et ils se sont pas laissés prendre à cette communication qui a été maladroite de la part de Jacques-Henri Hérault. Donc déjà, comme je vous l'ai expliqué, avec la coupe présentée devant les salariés, la coupe de la Ligue des Champions, etc., c'est que la communication qui a été faite, c'est qu'elle n'a pas été de concert avec le propriétaire Frank McCourt et Rudy Garcia, où il a dû rattraper la situation finalement en disant non, j'ai présenté la coupe, la Ligue des Champions, c'était juste pour dire qu'on voulait la jouer, mais pas forcément la gagner. Ouais, mais ça, sauf que Jacques-Henri, si tu veux la jouer, mais pas la gagner,
tu présentes pas la coupe devant les salariés, parce que c'est comme présenter du chocolat à un enfant et lui dire non, c'était juste pour te montrer que j'en avais, mais t'as pas le droit d'en manger. Tu vois, il y a un problème, c'est pas possible, on peut pas fonctionner comme ça, c'est impossible. Il faut savoir qu'on touche le cœur des personnes, on touche les émotions des gens et l'amour qu'ils peuvent vous donner. Mais en retour, pour qu'ils vous donnent de l'amour, il faut leur en donner. Mais il ne faut pas leur en donner en promettant des choses qui ne pourront pas être tenues. Parce que cet amour, après, il est difficile à regagner. Et je pense qu'on en est arrivé et on en est arrivé là également pour cette raison-là. Alors, ce qu'a dit Jacques-Henri Hérault également, et on en parle, ça, personne ne l'évoque, hein, et pour moi, c'est également un acte fondateur de la situation où on en est arrivé aujourd'hui. C'est qu'il a dit, dès le départ en arrivant, non, mais le mercato d'hiver là qui arrive au mois de janvier, c'est pas notre priorité. Nous, on mettra les moyens au mercato d'été 2017. Et donc du coup, c'est pas vraiment ce qui s'est produit. Et oui, malheureusement, et le mercato d'été étant fini, si on compare les deux mercatos, finalement, vous allez voir qu'il y a un gros problème, malheureusement. Mais ça, pareil, il y a eu trop de communication faite par méconnaissance, par manque de stratégie, de visibilité du secteur et de manque de connaissance du milieu du football. Et cette communication, elle a été après difficile à rattraper, puisque une fois qu'on commence à se mettre dans le bourbier, pour en sortir, c'est compliqué. C'est compliqué. Et oui. Donc voilà, deuxième fait générateur, c'est la communication. Gros problème de communication et d'erreur de communication. C'est le petit stagiaire qui est envoyé, qui travaille pour un service. Je m'appelle Paul, j'ai mon petit stagiaire et je lui dis tiens, va voir Géraldine. Géraldine, elle a un truc à te faire parce qu'on travaille ensemble sur un projet et il faut qu'elle m'actualise les prix. Et donc le petit stagiaire, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir Géraldine, il dit ouais, il y a mon maître de stage qui m'a dit il faut que tu actualises les prix. Et le petit stagiaire, Géraldine lui répond mais de quoi tu te mêles? Les prix déjà c'est sensible, c'est stratégique pour l'entreprise et c'est moi qui m'en occupe et personne d'autre. Et donc du coup le petit stagiaire il a fait la petite bourde qui va bien parce qu'il connaît pas les rouages, il connaît pas le milieu, il connaît pas les codes, etc. Et il est tombé dans le piège. Voilà, c'est ce qui s'est passé avec Jacques-Henri Hérault. Maintenant, vous pouvez tout à fait lui en tenir rigueur, mais ça ne va pas arranger la situation. Voilà donc pour le deuxième fait générateur. Le troisième fait générateur pour moi, c'est également Rudy Garcia et sa communication. Alors, communication, Jacques-Henri Hérault. Troisième, communication, Rudy Garcia. Forcément, quand on tombe dans les erreurs de communication et que tout ne se fait pas de concert, ça rejaillit sur tout le monde. Donc, Rudy Garcia. Alors oui, notre ami Rudy Garcia, pourtant qui maîtrise quand même la communication, il était à un moment donné, je crois, consultant football chez Canal+, avant d'avoir même été réellement entraîneur. Et donc Rudy a quand même rattrapé la situation par rapport à la Ligue des Champions, il gagnait la Ligue des Champions, il a mis tout le monde sur les rails et qu'il a expliqué à tout le monde, je pense que la Ligue des Champions, c'est peut-être pas pour tout de suite en tout cas. Et donc ça, c'est déjà une bonne chose, il a désamorcé cette bombe-là. Le problème, c'est que notre ami Rudy, il a la pression. Il est tombé aussi dans le piège de la mauvaise communication. C'est qu'il a fait l'erreur de critiquer son prédécesseur et la direction précédente en disant il y a eu des erreurs stratégiques, des erreurs de recrutement
par la direction précédente et par le coach précédent. On a vachement de défenseurs centraux et pas assez de bons joueurs par ailleurs. Ah ouais, mais là, Rudy, fallait s'attendre à une réaction de Franck Passy. Hein. Ah, c'était obligé. Donc notre ami Rudy a dit, et rappelez-vous bien, on a trop de défenseurs centraux. On va revenir après par la suite quand on va parler du mercato de l'OM. Souvenez-vous de cela. Parce que ça, pareil, ça n'a pas été assez dit. Et l'autre grosse bourde en termes de communication, suite à des grosses défaites de l'OM, et notamment en ayant pris quelques roustes, notamment contre Monaco, Rudy défend bec et ongle sa défense. Donc ses défenseurs centraux, Rolando, Fanny, Evra, etc. Et Rudy dit, on a certainement l'une des meilleures défenses de ce championnat. Et il explique avec des chiffres, on a pris 20 buts en 6 matchs, donc pas beaucoup de buts. Et dernièrement, on a pris 15 buts en 6 matchs. Vous voyez, donc il essaie de nous expliquer qu'il a surtout pris énormément de buts sur quelques matchs, mais qui sont les matchs contre les meilleures équipes du championnat, donc les Monaco, les Paris Saint-Germain, les Nice, etc. Mais sinon, globalement, il n'a pas pris beaucoup de buts. Oui, mais là, il y a un problème d'analyse, Rudy. Parce que si toi, tu estimes que tu as une super défense parce que tu ne prends pas de but contre les 4-5 derniers du championnat, mais que tu prends des roustes contre les 4-5 premiers, c'est qu'il y a un problème, Rudy. Ou alors, il y a un double problème pour moi, c'est l'OM veut jouer les 3 premières places, donc être meilleur que les 4-5 premiers qui te mettent une rouste. Mais oui, mais si tu veux être 3e, Rudy, bah, tu peux pas prendre des roustes contre les grosses équipes. C'est pas possible. Ne pas prendre de but contre Lorient l'année dernière, ça n'a rien d'extraordinaire. Tu maîtrises complètement le match. Mais quand on veut être 3e, 2e du championnat, voire même 4e, et on peut pas perdre contre ceux qui sont au-dessus, sinon ça va pas coller, cette histoire. Donc là, Rudy, il a eu un gros moment de manque de lucidité dans ce qu'il a raconté, dans ce qu'il a dit. Mais je pense qu'il a compris après qu'il a dit une grosse bêtise et qu'on l'a plus entendu sur le sujet. Ben oui, c'est logique. Si on veut être dans les 3 premiers, on peut pas prendre des roustes contre Monaco, contre Lyon, contre Nice, etc. On peut éventuellement en prendre une contre PSG, parce qu'il y a un tel écart, mais pas les autres, Rudy. Sinon, tu ne seras jamais 2e ou 3e. Donc là, gros problème de communication. Alors ça n'a pas vraiment été relevé. Ben, je vous le signale, mais je pense que certains grands experts ont vite compris le truc. Où ça n'allait pas. En tout cas, tout le monde a souligné qu'il y avait un problème de défense et c'était tellement criant que défendre l'indéfendable, ça en devenait de montrer qu'on était incompétent. Donc là, à un moment donné, ça est allé tellement loin qu'en fait, on peut douter des compétences de Rudy Garcia. Mais je pense que au fond, lui-même, il savait qu'il n'avait pas une bonne défense, mais comme il était en cours de saison et de championnat, il voulait pas déstabiliser, démoraliser ses défenseurs et qu'il les a défendus bec et ongle. Sauf que dans le football aujourd'hui, ça ne peut plus marcher comme ça. Ça ne peut plus marcher comme ça. Parce que si on met pas non plus les joueurs devant leurs responsabilités, ça ne va pas coller. Alors je pense qu'il le fait dans le vestiaire. J'espère qu'il le fait dans le vestiaire. Certes, ne pas critiquer ces joueurs devant les médias, ça se comprend. Mais dire qu'il a la meilleure défense du championnat, il peut se décrédibiliser aussi auprès de certains de ses joueurs en interne. Voilà. Donc ça, c'était 3e acte fondateur, Rudy Garcia. Grosse erreur d'analyse, en tout cas vis-à-vis de l'opinion publique, des qualités de ses joueurs et du gros manque dans son équipe. Le 4e, pour moi, fait générateur, qui me dit c'est de l'OM Trainee Project, donc stage, stagiaire, on apprend, on est là pour apprendre, pour demain avoir un super job, pour avoir le super boulot de mes rêves.
c'est la petite balade de Jacques-Henri Hérault et de Zoubi dans toute l'Europe. Alors oui, début avril, je crois que même c'était le 5 avril, eh bien Jacques-Henri Hérault a pris son petit cartable, son calepin, donc son plus beau cahier, petit stylo, avec Zoubi, Zoubi, bon, peu importe, hein, Zoubi Zareta. Et donc ils ont pris tous les deux leur petit cartable, leur stylo, etc. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à Barcelone faire une petite visite au Barça. Début avril, ah bah oui, c'était... Alors pourquoi début avril? Oui, c'est ça, c'était après la remontada. Alors on peut se demander pourquoi Jacques-Henri est allé à Barcelone. Est-ce qu'il est allé voir le Barça pour qu'il leur explique? Parce que suite, ils ont pris... ouais, c'est ça, ils ont pris 5-0 à Marseille contre le PSG. Donc peut-être qu'il est allé au Barça pour qu'il lui explique comment on fait une remontada 6-1, 5-0, etc. pour que éventuellement le Barça leur explique comment il fallait faire pour gagner. C'est ce qu'on se dit, hein, éventuellement, c'est ce qu'on peut se dire, parce que qu'est-ce qu'ils sont allés faire au Barça, sincèrement. Donc apparemment, d'après la déclaration de Jacques-Henri Hérault, toujours de la communication, sur communication, etc. Mais là encore, c'est là où on voit qu'on est à des années-lumière entre la com et la réalité, hein, malheureusement, mais c'est toujours par manque de connaissances, hein. C'est le stagiaire qui arrive et à qui on confie une tâche et qui pense et qui ne sait pas, lui, on lui dit, faut que tu me prennes 10 rendez-vous avec des clients cette semaine. Le stagiaire, il se dit, il a jamais appelé un client, il se dit, bah, il suffit que je prenne mon téléphone, j'appelle, je prends un rendez-vous, et puis c'est bon. Sauf que quand il appelle, il se rend compte qu'il a une porte, deux portes, la secrétaire qui fait barrage, etc., et que ça fonctionne pas comme ça, en fait, hein. Et donc, Jacques-Henri a dit, bah, pour le développement du club, moi, j'ai un modèle, c'est le Barça, qui a pour ambition d'être la première marque au monde. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que, quelque part, je suis en train de dire aux Marseillais, bah, moi, je veux que Marseille soit le Barça, donc français. Alors on se dit, waouh, si on est supporter incrédule et qu'on comprend rien, on est supporter de Marseille, je me dis, waouh, mon club va être le Barça français. Plus de 600 millions d'euros de budget connu dans le monde entier, etc. Mais je vais... Le PSG à côté, Qatari, mais attends, c'est de la gnognotte, c'est des rigolos, quoi. Moi, Jacques-Henri, mon modèle, c'est le Barça. Sauf que le Barça, c'est un peu le modèle de tout le monde et puis de personne, hein, parce que ça ne se construit pas en un an, et que de toute façon, chaque club a ses spécificités, a sa culture, a sa façon de faire, et qu'il y a un Barça et il n'y en a pas deux nulle part dans le monde. Il faut construire son modèle. Mais bon, on va se dire, et on a vu, hein, et ça va vite hein, dans le football, là, on sait tout, hein. Donc un petit papier avec les invitations, Barça, Zoubi, Jacques-Henri qui assistait à un match de l'équipe catalane ce soir-là, etc. Donc ils sont certainement allés visiter la Masia, le centre de formation, etc. Mais Jacques-Henri, il croit quoi? Il croit que le Barça va donner comme ça aux autres clubs sa méthodologie, son savoir-faire, etc. Quand bien même, Jacques-Henri, il vous a donné la méthodologie, parce quand on connaît un peu le football, on la connaît, hein, la stratégie du Barça, etc. Mais en fait, vous pouvez avoir la méthodologie, mais si vous n'avez pas les bons hommes, ça ne marche pas. Et en plus, vous envoyez un message au sein de l'OM, au sein de Marseille, ça veut dire, moi, supporter, si je suis supporter marseillais, attention, je suis supporter d'aucun club, hein, j'aime le football en général, mais si je suis supporter de Marseille, je peux tout à fait me dire, mais en fait, il n'y a pas de compétences au club. Ils sont obligés d'aller à Barcelone pour savoir comment il faut faire. Donc là, vous voyez, c'est compliqué. Le message qu'on envoie en interne à ses salariés, aux responsables du centre de formation, à ses supporters, qui peuvent se poser des questions. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire à Barcelone? Mais
Et Jacques-Henri Hérault, il dit, mon modèle, c'est le Barça. Mais fin avril, qu'est-ce que fait Jacques-Henri Hérault, Zubizarreta et d'autres personnes membres du club? Fin avril, je sais plus, c'était le 25, 26, enfin bref, peu importe, quelques jours après. Eh bien, ils reprennent leur cartable, leur cahier, leur stylo, et maintenant, ils vont au Bayern rencontrer Karl-Heinz Rummenigge pour éventuellement, d'après ce qu'on nous a dit, d'après ce qu'on a su, voir comment il travaille au niveau du centre, voir le centre d'entraînement, le centre de formation, voir comment il travaille sur le plan marketing et comment il gère les socios, donc les supporters du club. Là encore, on se dit, mais c'est un stage de formation, le truc. Voilà, vous arrivez dans l'entreprise et puis vous connaissez pas encore les produits, les services de l'entreprise et on vous envoie en formation au siège de l'entreprise ou dans un endroit qui vous briefe, qui vous forme sur les produits, les services de l'entreprise. Donc là encore, incompréhension parce que si ton modèle c'est le Barça, c'est pas celui du Bayern. Parce que qu'est-ce que va lui raconter Rummenigge, lui? Il va lui dire quoi? Il va dire, bah moi, ma stratégie, je recrute les meilleurs joueurs allemands. C'est-à-dire que moi, dès qu'il y a un très bon joueur allemand dans un club en Allemagne, paf, je le pique au club allemand. Bah, on la connaît, la stratégie. Hein. Sauf que Marseille, ils vont piquer les meilleurs joueurs français. Bon, c'est pas ce qui s'est produit au mercato d'été, en tout cas. Donc voilà, c'est incompréhensible. Ces deux voyages peuvent être très mal perçus en interne, très mal perçus vis-à-vis de l'opinion publique. Et on se demande, c'est quoi le but, quoi? Est-ce que c'est se former sur ce qu'est le football et comment fonctionnent les clubs? Parce qu'il suffit d'être un petit peu connaisseur pour voir comment fonctionnent les clubs. Après, sans rentrer dans le détail des choses. Mais le plus important, c'est d'avoir les bonnes personnes en interne, les personnes compétentes pour construire sa propre stratégie, son propre modèle économique. Et son modèle économique, il peut éventuellement piquer quelques idées à droite à gauche. Mais le plus important aujourd'hui dans le football, monsieur Hérault, c'est le réseau. C'est le réseau. Mais comme dans tout domaine, hein, dans le monde de l'entreprise, le réseau, si on ne l'a pas, c'est compliqué. Eh oui. Et donc voilà, ça c'est encore un... On n'en a pas vraiment parlé, mais là aussi ça laisse planer le doute sur les connaissances de ce président du football et de comment fonctionne un club. Et limite, mais lui-même s'est mis en danger. Hein. Pour moi, il a fait preuve limite d'énormément de modestie et de simplicité en se déplaçant, lui quand même président de l'OM, aller se déplacer comme ça dans les clubs comme un simple stagiaire. Moi, je trouve ça admirable. Hein. Moi, personnellement, je ne l'aurais pas fait. Je préfère faire en fonction de mes forces en présence et de ce que moi, je pense qu'il faut faire pour mon club que d'aller me rabaisser devant des clubs qui, de toute façon, vous donneront jamais aucune info stratégique parce que c'est pas dans leur intérêt. Voilà, donc, ça, c'était le 4e fait générateur qui, pour moi, j'ai pas compris. En tout cas, moi, j'ai pas compris l'intérêt de ces voyages-là. Le 5e fait générateur, hein, qui a aussi créé quelques suspicions, quelques doutes, c'est la rencontre de courant avril également, hein, 10 avril par là. Le président de l'OM rencontre les groupes de supporters pour leur expliquer certaines choses. Le 10 avril, le président de l'OM, Jacques-Henri Hérault, reçoit les différents groupes de supporters marseillais, donc les Dodgers, les South Winners, etc. Et il va leur expliquer que passé le 30 juin, eh bien la période d'abonnement sera terminée. C'est-à-dire qu'il faudra prendre les abonnements avant, puisque après cette date, il ne sera même plus possible d'acheter un billet simple. Donc là, moi je suis responsable d'un groupe de supporters. Je dis, monsieur le président, quel est le but de l'opération? Quel est le but de la manœuvre? Pourquoi vous faites ça? Donc, moi, c'est la question que je poserai immédiatement, hein, parce que on n'est pas non plus aujourd'hui dans une pénurie de billets à l'OM, et surtout ne sachant pas au mois d'avril que va être l'équipe et est-ce que ça va être suffisamment sexy pour attirer du monde. Eh bien, le président de l'OM donc leur dit, en les rassurant,
vous inquiétez pas, il y a plusieurs recrues qui sont déjà connues et qui seront recrutées d'ici le mois de juin. Donc là, il va les rassurer pour éventuellement que les abonnements soient pris avant la fin juin et certainement pour faire rentrer des sous dans les caisses. Waouh, là, alors là, on se dit, waouh, super idée là, c'est comment il a pu avoir cette idée, hein, sincèrement, parce que c'est vraiment la question qu'on peut se poser. Et moi, j'ai ma petite idée également sur le sujet. Durant ses voyages, parce qu'il faut savoir que quand même, il est allé visiter le Bayern et le Barça, hein, vous vous souvenez. En tout cas, il est allé au Barça, puisque le Bayern c'était après cette date-là. Mais il est allé au Barça. Au Barça, c'est vraiment, ils lui ont dit, nous on ferme nos abonnements fin juin parce que tout simplement on a une pénurie, pour telle et telle raison, on a une pénurie de billetterie et puis on veut faire rentrer les sous dans les caisses avant le début, en tout cas avant la fin du mercato pour savoir où on va avec le chiffre d'affaires, etc., etc. Donc là, la super idée quoi. Donc Jacques-Henri, lui, il se pointe devant les groupes de supporters et leur dit, voilà, maintenant, ce sera comme ça à Marseille et sinon, après, vous n'aurez pas de billets. Waouh, ça c'est vraiment la super idée quand même, faut se le dire. Sauf que la problématique n'est pas la même. Au Barça, il y a des délais d'attente pour avoir, ne serait-ce que d'être sociaux et d'avoir un abonnement. Mais c'est pas le cas à Marseille. À Marseille, le stade, il a été même pas à moitié rempli durant la saison 2016-2017. Donc là, c'était vraiment, fallait avoir un discours pour leur vendre cela au groupe de supporters parce qu'ils sont pas dupes. Ils ont géré la billetterie du club et des tribunes pendant des années, donc ils savent très bien comment ça se passe. Donc il fallait bien quand même qu'ils aient une idée du recrutement pour attirer du monde et vendre la billetterie. Ils sont pas dupes les groupes de supporters. Surtout quand on voit ce qui s'est passé. Donc là, c'est pas rentrer dans l'oreille des sourds, les groupes de supporters. Vous imaginez, moi, responsable de groupe de supporters, après, il faut que j'aille le vendre aux supporters. C'est-à-dire qu'il faut que je tienne le discours de la direction. Donc, il faut que j'avale éventuellement des couleuvres pour les faire avaler à mes supporters. Et là, c'est une autre histoire. Donc, en tant que groupe de supporters, il faut que je sois crédible aussi vis-à-vis de ces supporters-là, parce que je les perds également. Et quand on voit ce qui s'est passé, donc, premier recrutement de l'OM le 24 juin, Valère Germain. Mais c'est pas ça qui allait faire vendre 20 000 abonnements, ne serait-ce qu'au stade. Hein. C'est un très bon joueur, mais ça suffit pas. Deuxième recrutement, déjà on passe le délai de juin, c'est le 4 juillet, Luis Gustavo. Mais là encore, ça fait pas non plus rêver les supporters. Milieu défensif, bon joueur, mais c'est pas non plus, c'est pas lui qui va faire soulever les foules et les tribunes. Et après, autre recrutement, donc c'est le 11 juin, Rami Mandanda. Donc Mandanda qu'on fait revenir au club. Rami, il a joué certes en équipe de France, mais depuis une saison, on le voit plus trop, notamment avec Séville, ancien joueur de Rudy Garcia. Enfin bref, c'est un micmac. Malgré tout, certains médias ont parlé de recrutement réussi, etc. Avec ces 4 joueurs-là qui ont été recrutés, notamment avec l'arrivée de Rami, l'annonce de Rami et de Mandanda. Là déjà, certains médias parlent de recrutement réussi. Et puis après, entre le 11 juin, il ne s'est plus rien passé jusqu'au 10 août, où là, ils nous ont recruté à Mavi, latéral gauche, parce qu'ils se sont dit quand même, Evra, ça allait être un peu difficile, à force de l'entendre dire de la part des supporters et de certains médias, à raison d'ailleurs, et plus rien jusqu'à la débâcle du match de Monaco, où ils se prennent une rouste. Et là, paf, dans les dernières heures de mercato, on nous recrute Abdenour en prêt pendant 2 ans. 2 ans de prêt, vous imaginez, 2 ans de prêt, c'est du jamais vu. Hein. Ils nous ont encore inventé un truc là. Et dernières heures du mercato, Mitroglou, hein, donc annoncé en catastrophe dans les dernières heures, avant minuit, avant la fermeture du mercato. Et souvenez-vous ce que je vous ai dit au préalable, erreur de communication qui a été faite par Jacques-Henri Hérault quand il a dit au mois d'octobre, on ne recrutera pas vraiment
lors du mercato d'hiver, parce que c'est pas là où on a les meilleurs joueurs. Nous, on va se concentrer sur un gros mercato d'été. Sauf que, si on constate ce qui s'est passé, au mercato d'hiver, finalement, ils ont beaucoup recruté, 42 millions, par rapport à ce mercato d'été, 62 millions seulement. Et encore, dans ces 62 millions, j'intègre finalement le rachat du contrat de Thauvin et de NG, qui étaient déjà au club la saison dernière. Donc vous voyez, finalement, le recrutement d'été n'a pas été énorme par rapport au recrutement d'hiver. Donc là encore, on peut se poser la question sur est-ce qu'il nous a menti ou est-ce que c'est simplement de la maladresse et de la méconnaissance. Pour moi, personnellement, c'est un manque de visibilité qu'il a eu au mois d'octobre. Il n'avait pas cette visibilité-là, ni son coach d'ailleurs, donc le président encore moins. Sauf qu'il s'est prononcé. Il s'est prononcé parce que c'est, encore une fois, le stagiaire qui passe d'un service à l'autre et qui découvre l'entreprise et qui finalement ne sait pas qu'il y a des conflits d'un service par rapport à l'autre et qui commet la petite bourde par méconnaissance et par expérience du domaine. Donc là, c'était le 5e fait générateur qui a commencé. Là, c'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase parce que les supporters, finalement, ils ne croient plus en la parole du président. Et c'est terrible. Quand à Marseille, on sait ce que valent les paroles, ce que le moindre mot veut dire à leurs yeux. Parfois même, les paroles valent plus que des écrits sur la canebière. Et donc là, le président de l'OM a commis pas mal d'erreurs de ce côté-là, notamment sur le plan de la communication. Et le dernier élément, alors j'aurais pu le mettre un petit peu avant finalement, parce que puisque finalement on est arrivé jusqu'à la fin du mercato, c'est le 26 juin, Jacques-Henri Hérault s'adresse aux supporters et aux journalistes, mais pas forcément de la meilleure des façons. Donc, le 26 juin, Jacques-Henri Hérault s'adresse directement aux supporters et à certains journalistes lors d'une conférence de presse. Donc le 26 juin, il faut savoir que pour le moment, il n'y a que Valère Germain qui a été recruté. Mais le président montre qu'il maîtrise, qu'il connaît son sujet et qu'il a complètement confiance dans ce qu'il fait. Et là, il nous lâche une bombe. Je crois qu'il ne s'en rend pas forcément compte sur le moment. Mais c'est une bombe qui lui revient comme un boomerang dans la tronche. Il faut le dire, et je suis désolé pour mes propos, mais c'est vraiment ce qui se passe actuellement. Il dit, et je vais plutôt vous le dire parce que c'est tellement long que je voudrais pas faire d'impair également moi et à mon niveau. Il dit « J'ai noté ces derniers temps un petit peu de nervosité parmi les supporters marseillais avec le démarrage de cette période du mercato. Donc je voulais leur proposer de ne pas hésiter. » Hésiter quoi? On va y venir. « Il existe des produits licites qui permettent de passer des bons moments, y compris en ce début de mercato, en affichant une photo d'une célèbre marque de thé déjà. Déjà là, moi je trouve que c'est très maladroit en termes de communication d'afficher un nom de marque, sauf si c'est vraiment un partenaire du club, là je n'en sais rien. Mais en tout cas, il y a une marque avec un célèbre animal sur le paquet. Je ne donnerai pas le nom, de toute façon vous le voyez là en photo. Et donc il dit cela. C'est peut-être également valable pour quelques journalistes dans cette salle. C'est-à-dire qu'il les invite à boire de la tisane, et une tisane plutôt relaxante qui va les déstresser, qui va les rendre plus calmes, etc., etc. Eh bien ça va le poursuivre un petit moment, et d'ailleurs on l'a vu avec la banderole lors du match contre Konyaspor. C'est-à-dire que là, il a fait encore une énorme erreur, c'est qu'il a montré d'un côté qu'il était sûr de lui, sauf que lorsqu'on voit ce qui s'est passé
lors de ce mercato, et notamment dans les dernières heures où ils nous recrutent en catastrophe Abdenour et Mitroglou parce que ils ont pris une tôle contre Monaco. Et puis c'est peut-être pas que ça, parce qu'ils ont pris une tôle, mais en plus le mercato était considéré comme pas forcément réussi aux yeux des supporters, donc ils ont voulu remettre un dernier coup d'accélérateur pour essayer justement de calmer un peu l'opinion publique. C'est-à-dire que eux-mêmes, ce qu'ils recommandent aux journalistes et à leurs supporters, ne se l'appliquent pas, parce qu'ils ont eu un coup de stress là, et finalement la tisane, ils l'ont complètement oublié, et qui se sont excités dans les dernières heures du mercato pour recruter absolument 2 joueurs parce qu'il fallait absolument les avoir. Donc vous voyez, là encore, c'est difficile de... Vous connaissez la cérébrofrase, hein, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Là, on est malheureusement en plein dedans. Donc voilà, je vous ai donné les 6 faits générateurs qui aujourd'hui accablent le président de l'OM, qui va le poursuivre, un long moment, qui va peut-être aussi être des faits générateurs, le début de la fin de sa présidence, parce qu'il faut savoir que les supporters marseillais, lorsqu'ils ont quelqu'un dans le nez, et on l'a vu avec Vincent Labrune, ça se termine toujours très mal. Il faut le savoir, monsieur Jacques-Henri Hérault, c'est que les supporters sont la mémoire du club. Et qui plus est, à Marseille, ils ont de la mémoire. Ils n'aiment pas qu'on leur fasse les choses à l'envers. Alors moi, je dis aux supporters marseillais, je pense qu'il faut quand même faire confiance à votre président. Je pense que ce n'est pas du tout la même situation, et certains ont communiqué sur les réseaux sociaux, j'ai vu ces projets de continuity, etc. Enfin bref, et ils font parallèle avec Vincent Labrune. Je pense que c'est pas du tout la même chose, parce que Vincent Labrune n'avait pas le même actionnaire, qui ne lui demandait pas forcément la même chose. Ce n'est pas non plus le même personnage. Je pense que là, vous avez un président avec Jacques-Henri Hérault, qui, je pense que c'est un président qui veut bien faire les choses, ça j'en suis convaincu, mais qui n'a pas les connaissances du milieu, du secteur, et qui n'a pas l'habitude, lui qui a travaillé en entreprise, qu'on remette en cause le chef. Eh oui, parce que on ne remet pas en cause le chef en France. C'est un peu le mode de management que l'on retrouve dans pas mal d'entreprises, c'est comme ça, il faut le savoir, et d'ailleurs ça existe aussi dans d'autres pays, c'est pas spécifique à la France. Sauf que là on est dans le football, et malheureusement, monsieur Hérault, on ne manage pas un club comme on manage une entreprise. Et ça, il faut vite l'apprendre, et que les supporters sont une partie intégrante du club, et surtout à Marseille. Donc moi je pense que vous avez certainement appris beaucoup de choses depuis que vous êtes à la présidence, ça j'en suis convaincu, et qu'il y a une vraie volonté de faire les choses de manière sérieuse, d'une manière différente. On voit que, et là je m'adresse aux supporters, que c'est un président qui ne veut pas tomber dans la surenchère du mercato, etc., qui est plutôt une bonne chose. Alors c'est vrai que ça dénote un peu par rapport au business du football. Il n'y a pas vraiment de président qui fonctionne de cette façon-là. On est plutôt dans un mode requin. Si on peut faire un coup bas au club voisin, etc., on va le faire sans problème pour lui piquer un joueur, etc. Là, on a plutôt un président qui est rentré dans un système dans lequel, pour l'instant, il n'est pas encore, on va dire, qui n'est pas formaté par le système. Peut-être qu'il sera un jour. J'espère que non, parce que plus on aura de présidents finalement avec une idée plutôt saine du football et de ne pas tomber dans la surenchère du mercato, ce sera plutôt bon pour le football. Donc moi je pense, amis supporters de l'OM, qu'il faut donner sa chance à votre président, qu'il faut lui faire confiance, au moins encore cette saison, jusqu'au mois de mai. Il faut voir s'il y a de l'eau qui sera mise dans son vin. Et je pense que oui, parce que c'est quelqu'un, je pense, de très intelligent. Et qu'il faut voir ce que va donner cette équipe, cette saison, et la soutenir bec et ongle.
Et à la fin de la saison, eh bien, vous décidez de faire grève, vous décidez de mettre des banderoles, vous décidez de demander la démission du président si vous le voulez. Mais je pense que c'est pas le moment. Il faut laisser ce président au moins encore cette saison et le laisser tranquille, travailler, le soutenir becs et ongles. Moi, à votre place, c'est ce que je ferais. Malgré tout ce qui a pu se passer, oubliez, soutenez l'équipe, soutenez le coach, soutenez le président, parce que de toute façon, un changement maintenant, ça ne peut que ruiner la saison. Surtout que moi, je pense que l'OM n'a pas la meilleure des équipes peut-être, mais quand on voit le contexte aujourd'hui du championnat de France, seul le PSG est intouchable. Monaco a également renouvelé énormément son effectif et va avoir des hauts et des bas. Nice également pour moi, et Lyon également a pas mal renouvelé son effectif. Donc là-dedans, moi je pense que la deuxième et la troisième place est largement jouable pour l'OM avec cet effectif. J'en suis convaincu, il y a quand même un bon groupe, et lorsque Rudy Garcia aura tous ses joueurs, je pense que l'OM peut jouer les 3 premières places et se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc moi je serai vous, faites ce que vous voulez. C'est votre club, c'est vous qui mettez de l'énergie et passez beaucoup de temps pour soutenir le club. Moi, je serai vous, je serai corps et âme derrière votre club, votre président, votre coach et vos joueurs. Voilà moi ce que je pense de l'OM Trainee Project. Mais vous savez, un jour, les stagiaires, ils dépassent les maîtres. Hein. Et il n'est pas dit que le stagiaire, un jour, ne dépasse pas le maître s'il sait s'entourer. Et on l'a écrit, on a écrit un article au mois de janvier dernier, lors de la présentation d'Evra. On a bien vu que ce président ne connaissait pas bien le milieu et le secteur, etc. On a bien vu qu'il y avait quand même pas mal de méconnaissances du sujet. Et vous pouvez voir, on l'a écrit lors de la présentation d'Evra. Mais on ne peut pas lui enlever le côté de bien faire. Et le côté sain. Je pense qu'il y a un côté sain qu'il n'y a peut-être pas eu avec la direction précédente. Donc voilà, moi c'est le conseil que je vous donnerais. Et surtout, également, si on se rappelle ce qui s'est passé dans les plus belles heures de l'OM, Bernard Tapie. Rappelons-nous, quand il arrive en 86, eh bien ça s'est pas bien passé tout de suite. Il y a eu pas mal de soucis, il y a eu pas mal de problèmes. Les résultats n'étaient pas au rendez-vous immédiatement. Et on va le voir, on va en parler pour ceux qui ne s'en souviennent pas. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé avec l'OM sous l'ère Tapie. Et on va voir que finalement, la réussite n'est pas venue tout de suite. Souvenons-nous quand même de l'OM sous l'ère Tapie. Tapie débarque en 1986 sur la Canebière pour reprendre le club. Et Tapie, lui, par contre, il maîtrisait une chose, c'est la communication. Il savait comment se mettre tous les supporters marseillais dans la poche. Qu'est-ce que fait Tapie? Il recrute Giresse, qu'il pique aux Girondins de Bordeaux. Vous imaginez, à l'époque, c'était le premier joueur, quand même, qui est né à Bordeaux, qui a joué à Bordeaux toute sa carrière, qui débarque à l'OM. Les supporters marseillais de l'époque jugulaient, chantaient, dansaient au Vélodrome à l'idée de voir débarquer Giresse au club. Et ça, c'était un gros coup de maître déjà qu'avait réalisé Bernard Tapie à l'époque. Mais souvenons-nous quand même des résultats. Lors de sa première saison 86-87, l'OM ne finit que second du championnat. À la fin de l'année, il nous recrute Pelé et Alofs. Bon, Pelé, petit jeune qui débarque, pas très connu, mais Alofs, qui avait quand même une énorme carrière derrière lui. Ben, malgré cela, lors de sa seconde saison avec l'OM, donc en saison 87-88, Bernard Tapie ne finit que 6e du championnat, même pas qualifié pour les coupes européennes. Et ben ça s'est passé comme une lettre à la poste, parce que Bernard Tapie avait un discours droit au but. Il leur parlait franchement, directement, avec son verbe, etc., sa gouaille, et avec sa maîtrise de la communication. Les supporters marseillais, pas de problème, pas de souci. On va attendre l'année d'après, mais parce qu'il leur parlait franchement. Et ce n'est que lors de sa 3e saison avec l'OM, donc 88-89, où il finit premier du championnat. Donc vous voyez que la 3e saison,
s'est passé sans problème. Il n'y a pas eu de grève, pas de banderole, rien de tout cela. Alors certes, c'était une autre époque, certes, c'était un autre... on voyait le football d'une autre façon, mais la passion à l'OM, elle existait de la même façon. Elle était la même qu'aujourd'hui. Donc il faut bien se rappeler de cela. Et l'OM, quand ils finissent premier en 89, c'est à l'arrache, à la 35e journée du championnat, où Sosé inscrit le seul but du match en toute fin de rencontre pour finalement passer devant le Paris Saint-Germain à l'époque, prendre la tête avec un point d'avance seulement, et pour finalement finir champion de France. Vous voyez à quoi ça tient? À rien. Donc il faut vraiment que la direction de l'OM comprenne cela, qu'ils ne se mettent pas des objectifs et qu'ils n'annoncent pas forcément des objectifs complètement délirants, parce que les supporters de l'OM connaissent le football. Et donc là, aujourd'hui, on en est arrivé à une situation où il faut quasiment avoir quelqu'un qui fasse de la médiation ou qu'il fasse vraiment le porte-parole de la direction et des supporters, là, qu'ils essayent de se rabibocher, parce que c'est extrêmement important. La saison, elle ne fait que de commencer, donc il n'y a pas péril dans la demeure. Et donc là, je vais vous montrer les images de l'époque. Hein, première fois champion de France sous l'ère Tapie en 89 avec le but de Sosé. Et après, tout est parti de là et tout s'est enclenché. Mais que la 3e saison. Calderon à la 90e minute. Et c'est finalement Marseille qui va peut-être mener la dernière action, la dernière attaque de ce match. Il y a toujours 0-0. L'OM est à l'attaque maintenant. Avec Hérault, avec Franck Sauzet. Franck Sauzet but à la dernière minute. Franck Sauzet donne la victoire à l'OM. Bravo, magnifique. Et le 4e but de Sauzet pour Marseille. 50, disait le chrono. C'était certainement... Et oui, monsieur Hérault, c'est beau, hein. C'est beau, c'est magnifique, un stade Vélodrome qui vibre comme ça. Ces émotions qu'il procure, sa chair de poule qui vous donne lorsque on entend ces chants, ce soutien du public pour ses joueurs. Mais pour cela, monsieur Hérault, il faut se les mettre dans la poche. Il faut leur parler vrai, il faut leur parler cash, il faut leur parler avec les émotions, dire les choses directes, droit au but. C'est le slogan du club, c'est le slogan de la ville. Ce slogan est tellement approprié et colle tellement à l'image de ses supporters que ne vous embarrassez pas d'une communication superflue ou d'une communication de choses. Tenir des promesses, ne pas en faire lorsqu'on sait qu'on ne peut pas tenir ces promesses-là. Et pour cela, effectivement, vous avez dû apprendre, vous avez dû vous faire au monde du football. Vous ne saviez pas que le marché, le mercato allait être ainsi. Mais ça, seuls les connaisseurs, effectivement, pouvaient le prévoir. Hein. On l'a vu avec le Milan AC. Et donc, si vous voulez vraiment vivre ces moments-là, il faut leur dire les choses cash. Et il faut aller leur parler. Il ne faut surtout pas leur lancer des piques. Ça ne sert à rien parce qu'au final, c'est vous qui allez le payer très cher. Hein. Je pense. Hein. Jamais, c'est pas le public, ce ne sont pas les supporters qui vont quitter leur ville ou leur club. Ou alors, ils ne viendront pas au stade pendant un petit moment, puis ils vont revenir lorsque vous ne serez plus là. Mais pour moi, c'est pas une histoire d'homme. C'est juste une histoire de façon de leur parler. Et effectivement, la communication à l'OM est encore plus importante qu'ailleurs, mais pas une communication qui est superflue, où on annonce de belles choses. Ça, effectivement, ça ne marchera pas à la longue. Donc voilà, moi j'ai fait ma médiation de mon côté. L'objectif n'est pas de mettre de l'huile sur le feu. En tant que journaliste, nous, on est là pour analyser les choses, pour dire les choses telles qu'on les voit, et rien de plus. Moi, je dis que l'OM est essentiel à notre championnat pour que cette Ligue 1 ait encore plus de valeur. On a Lyon, on a certes Monaco, on a également Nice, mais sans un OM, cette Ligue 1 ne sera jamais la même. Donc je ne suis pas forcément supporter de l'OM ni d'aucun autre club, et je vous le prouve, hein, ici j'ai le maillot de Monaco,
J'ai même les Corinthians. Hop, là. Le PSG, l'ennemi juré, c'est pas grave. La Roma et la Juve. Voilà, j'ai les maillots de tous les clubs parce que le football, c'est ça aussi, c'est l'âme des clubs, c'est l'histoire des clubs, c'est ce qui nous intéresse également, c'est ce qui m'intéresse. Et on va d'ailleurs faire prochainement gagner des maillots à nos fans sur les réseaux sociaux, hein. Vous allez voir bientôt. Donc voilà, mon analyse sur le sujet l'OM Trainee Project. Mais il faut savoir qu'un jour, l'élève peut dépasser le maître. Et c'est ce qu'on souhaite à Monsieur Hérault, du fond du cœur, parce que je pense que c'est quelqu'un qui peut être utile au club, qui peut faire des choses intéressantes avec ce club. Mais il faut rechanger un petit peu modifier un peu son logiciel de pensée. Voilà, chers amis marseillais, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bon championnat, bonne saison. Soyez derrière votre club, vos joueurs, votre coach, votre président, au moins cette saison-là, et faites les comptes à la fin. Voilà, amis sociaux, bye bye, ciao, ciao, ciao.